Qu'est-ce qui peut encore freiner l'avancée du M23 et de ses alliés rwandais? La RDC risque-t-elle une balkanisation? Tentons d'y voir plus clair avec notre invité, Christophe Rigaud, directeur du site Africarabia consacré à l'actualité en RDC et en Afrique centrale. Bonsoir et merci d'être avec nous. Après Goma, dans le Nord Kivu, Bukavu a vu l'arrivée des troupes du M23 soutenues par le Rwanda. Est-ce à dire qu'actuellement en RDC, il n'y a aucun moyen pour freiner l'avancée du groupe rebelle? Non, c'est clair. Depuis maintenant la résurgence du M23 fin 2021, en fait, l'armée congolaise n'a jamais réussi à stopper la progression du M23. Et là, on le voit, ils ont depuis début janvier, c'est-à-dire depuis un mois et demi, pris la ville de Sake, pris la ville de Goma. Ils sont descendus ensuite vers le sud Kivu. Et là, c'est la deuxième ville la plus importante de l'Est congolais qui vient de tomber dans l'escarcelle du M23. Ce soir, peut-on dire que le M23 allié aux troupes rwandaises ont le contrôle total du lac Kivu? Oui, puisqu'il contrôle quasiment maintenant toute la ville. Et ça, c'est effectivement très très important. C'est qu'entre Goma, qui se trouve au nord du lac, et puis Bukavu au sud, il contrôle effectivement tout le trafic en quoi maritime. Le contrôle du lac Kivu est-il si déterminant? Et économiquement, c'est très très important pour le ravitaillement des produits de première nécessité. Et après, militairement, ça veut aussi dire, c'est une frontière aussi avec le Rwanda, et militairement, ça veut aussi dire, voilà, qu'ils peuvent faire venir des troupes, des renforts beaucoup plus facilement que par terre. Rapidité et facilité, c'est ce qui caractérise l'avancée du M23 depuis janvier dernier. Comment expliquer la vitesse d'exécution de ces offensives dans l'est du pays? Alors, il y a clairement le soutien de l'armée rwandaise qu'il ne faut pas négliger, mais il y a surtout et d'abord la faiblesse de cette armée congolaise qui est quasiment une armée fantôme. On l'a vu, elle a très peu combattu sur Goma, mais il y a quand même eu de très forts accrochages. Il y a eu 3000, plus de 3000 morts. Là, sur Bukavu, ils sont partis sans combattre. Alors, effectivement, on a peut-être évité le bain de sang de Goma, mais là maintenant, on est devant une armée congolaise qui est en déroute, qui n'a même pas été soutenue par l'armée burundaise, qui avait aussi plusieurs milliers d'hommes. Les troupes burundaises se trouvent dans l'est de la RDC. Tout à fait. Et c'est vrai que le président burundais se sentait menacé par cette avancée du M23 soutenue par le Rwanda. Donc, il était plutôt enclin à stopper cette avancée. Mais là, on l'a vu, devant la non-combativité de l'armée congolaise, eh bien, l'armée rwandaise s'est repliée vers ses frontières. Alors, le 30 janvier, lorsqu'ils ont atteint Goma dans le Nord Kivu, beaucoup d'observateurs s'attendaient à une vive réaction du pouvoir et de l'armée congolaise. Or, on a l'impression qu'ils tardent à réagir. Pour quelles raisons, selon vous ? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'électrochoc après la prise de Goma, et ça, c'est vrai que c'est assez étonnant. Il n'y a pas Le président Félix Tshisekedi, lors de sa prise de parole, il y a un mois, avait promis une riposte vigoureuse. Tout à fait. Elle n'est pas arrivée, mais en fait, c'est vrai que si on revient en arrière, depuis la prise de Bunagana, qui a été le premier fait de guerre assez important du M23 en 2021, eh bien, en fait, je veux dire, il ne s'est rien passé. Donc, c'est vrai que là, pour le moment, rien n'arrête le M23, et je dirais que plus ça va, moins il y a de résistance de l'armée congolaise qui est de plus en plus démobilisée et démotivée. Et là, se trouve sans renfort, puisqu'avec la prise de l'aéroport de Kavumu, eh bien, il n'y a plus d'accès par voie aérienne au sud Kivu directement. Alors, vous dites que rien n'arrête le M23, néanmoins, il existe sur le continent africain des forces capables de freiner l'avancée du M23. Où sont-elles? Que font-elles? Bien écoutez, il y avait le Burundi. Là, on a vu qu'ils se sont repliés. Le président Ndayishimiye a communiqué sur les réseaux sociaux qu'il avait visiblement eu l'assurance de son voisin rwandais qu'il n'y aurait pas d'attaque contre le Burundi, donc il n'a peut-être plus vraiment intérêt à envoyer ses troupes. Il y a l'Ouganda au nord qui joue un petit peu double jeu, donc on ne sait pas quelle sera l'attitude des troupes ougandaises par rapport au M23. Et puis il y a l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud a déjà perdu 14 soldats. Ils vont envoyer des renforts. Mais la vraie question, c'est vraiment de savoir est-ce qu'il existe une armée extérieure qui va être capable de se battre à la place de l'armée congolaise. Et ça, c'est le vrai problème. Et là, pour le moment, on n'en trouve pas. Qu'en est-il de la diplomatie africaine? Les dénonciations récentes de l'Union africaine peuvent-elles changer quelque chose à la situation sur le terrain?
Pour le moment, elle ne change rien. On a vu que le sommet de Dar es Salaam, entre les deux grosses institutions régionales, n'avait rien changé. Le cessez-le-feu n'a pas été respecté. La fusion entre les deux processus de paix que l'on attend n'a toujours pas eu lieu. Depuis le 15 décembre et en fait l'échec de la rencontre Tshisekedi-Kagame à Luanda, il ne s'est rien passé. Le médiateur angolais, pour le moment, passe la main. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un autre facilitateur. Donc tout ça, c'est du temps de perdu. C'est-à-dire que la diplomatie est au point mort. Ce sont les armes qui parlent. Et pour le moment, c'est le M23 qui a l'avantage sur le terrain. Faudrait-il délocaliser les négociations, donc la gestion de cette crise, en dehors de la région des Grands Lacs? Alors c'est peut-être ce qui va se passer, puisqu'avec la nomination peut-être d'un nouveau facilitateur, on parle du président mauritanien peut-être pour jouer ce rôle. Ça serait peut-être une façon de décentrer un petit peu ce conflit des Grands Lacs en dehors de cette région, parce qu'on voit bien que les rivalités en fait au sein de ces pays des Grands Lacs font que pour le moment rien ne bouge. On sait que l'EAC est plutôt perçu comme favorable au Rwanda et la SADC plutôt favorable à Kinshasa. Donc tout ça, ça fait en fait une Union africaine assez impuissante. On voit qu'elle n'est même pas capable de nommer effectivement le Rwanda, alors que l'ONU par exemple l'a fait, que l'Union européenne l'a fait. Donc on voit bien pour le moment qu'il y a un blocage total. Enfin, Christophe Rigaud, l'initiative de paix lancée par les églises catholiques et protestantes en RDC peut-elle être une solution? Alors c'est une initiative vraiment intéressante puisqu'on est complètement bloqué d'un point de vue régional, on est complètement bloqué d'un point de vue international. Donc peut-être que c'est une piste intéressante, et c'est une piste intéressante parce qu'elle montre aussi que le problème du conflit à l'est du Congo n'est pas qu'un problème sécuritaire, c'est aussi un problème interne, un problème politique. Il y a une situation politique qui est quand même très très tendue. L'opposition demande, une certaine opposition assez radicale demande la démission du président Félix Tshisekedi. Donc ça permettrait peut-être, je dirais, avec une fusion des processus de Luanda et de Nairobi, peut-être d'avoir ce dialogue national au niveau congolais, parce que c'est aussi un problème congolais, ce n'est pas qu'un problème externe. Christophe Rigaud, merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé au sujet de la situation dans l'est de la RDC. Ce soir, je rappelle que les rebelles du M23 ont fait leur entrée à Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu. Merci à vous. Philippe. Oui, pourquoi, alors pour reprendre un peu votre question, pourquoi est-ce que la communauté internationale n'intervient pas de manière aussi volontaire comme elle le fait avec l'Ukraine? Alors Anne-Sophie, je dirais pour 3 raisons assez simples. Finalement, la première, c'est que le Congo est un immense pays, continent qui est laminé par la corruption et la mauvaise gouvernance. L'actuel président Tshisekedi, mal élu, fait aujourd'hui l'unanimité contre lui. Le Congo fait du surplace, pire, il recule même, aucun signe d'amélioration pour une population souvent encore privée d'eau et d'électricité. Tshisekedi a à peine le contrôle de la capitale Kinshasa, donc il est illusoire de penser qu'il va pouvoir peser sur un conflit qui se déroule à plus de 2000 km de là à Goma, dans l'est du pays. La corruption et la faiblesse du régime, pointée d'ailleurs cette semaine par le pape, c'est la première raison de la frilosité de la communauté international. Alors deux yeux, et par opposition à un pouvoir congolais ridiculement faible, on a en face un pouvoir rwandais qui est extrêmement fort, porté par un président, Paul Kagame, autocrate, mais respecté par la communauté internationale. Kagame a fait de son pays un exemple du développement en marche forcée, sécurité, régime militaire, investissement étranger massif, par exemple de la part du Qatar. Le Rwanda préside même la francophonie et accueillera l'année prochaine les championnats du monde de cyclisme, excusez du peu, comme qui dirait. Kagame est puissant. Il n'y a donc pas grand monde dans la communauté internationale pour le remettre à sa place et lui demander de ne pas soutenir les groupes rebelles qui massacrent au Congo. Et troisième raison, et ça découle des deux premières invoquées, la lassitude des opinions publiques occidentales et certainement européennes et belges devant l'éternel chaos congolais. Venir en aide au Congo, c'est un peu comme mettre de l'eau dans un panier percé. Je ne sais pas si l'expression est exacte, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça ne sert pas à grand chose. L'argent du développement est détourné, il ne bénéficie pas à la population, il n'y a rien à faire. Alors autant détourner les yeux, se disent
les Européens. Oui, mais enfin, on peut quand même pas détourner les yeux éternellement. Il faudrait quand même bien faire quelque chose. Ouais, et dans ce cadre-là, effectivement, la visite du pape François était particulièrement bienvenue pour attirer les regards du monde entier sur le drame qui se joue au Congo. Et la Belgique a évidemment, de par son histoire, un lien, une responsabilité avec le Congo. Pas de paternalisme ni de nostalgie. On est déjà passé par là. Ce dont les Congolais ont besoin, c'est d'action, c'est d'efficacité. Et si la Belgique, pouvait convaincre l'Europe Après l'aéroport et les quartiers périphériques, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda sont à Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu, ce dimanche. Certaines sources sécuritaires congolaises confirment cette information, de même que les images que nous avons pu récolter. Les détails avec Luna Guepado. C'est sous les applaudissements d'une partie de la population que les combattants du M23 soutenus par le Rwanda sont entrés dans le centre de Bukavu. Cloîtrés chez eux depuis 2 jours, ces habitants de la capitale du Sud Kivu ont commencé à regagner les rues pour accueillir ce qu'ils appellent leurs libérateurs. Certains s'adonnant même à des séances photos. Au moins comme ça, nous voyons un peu le retour de la paix. Les gens commencent à rouvrir le marché. Il n'y a rien à faire, seulement dire à la population de se soumettre à ce qui va arriver, de ne pas être orgueilleux, surtout les jeunes, et d'accepter ce qu'on va nous dire. C'est ça le plus important. Nous ne demandons rien d'autre que la paix. Qu'ils ramènent la paix, puis qu'ils nous laissent travailler pour que chacun puisse faire son travail, comme avant. Peu après avoir pris le contrôle de l'aéroport de Kavumu vendredi, les combattants du M23 étaient entrés dans la soirée dans les quartiers périphériques de Bukavu. La suite de leur avancée s'est faite sans résistance. Vendredi, en effet, la plupart des forces armées congolaises avaient quitté la ville, abandonnant leurs armes derrière eux. Leur départ a laissé la place à des scènes de pillage de la part de bandits et de miliciens. De leur côté, les autorités congolaises ont confirmé la présence du M23 sans le nommer, notamment au niveau du poste frontière avec le Rwanda, à Ruzizi 1, et dans les locaux du gouvernorat. Le gouvernement suit heure par heure la situation à Bukavu, marquée par l'entrée de l'armée rwandaise et ses supplétifs ce matin. Le gouvernement met tout en œuvre pour rétablir l'ordre, la sécurité et l'intégrité territoriale. Il invite la population de Bukavu à rester à la maison et à ne pas s'exposer pour éviter d'être la cible des forces d'occupation. Ce dimanche, la situation est redevenue calme à Bukavu. Et alors que le gouvernement congolais déclare suivre heure par heure la situation à Bukavu, les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais pourraient poursuivre leurs avancées en direction de la zone des 3 frontières entre le Rwanda, le Burundi et la RDC. Dans la ville frontalière de Bugarama, côté rwandais, les accès sont fermés depuis hier matin en raison des tirs recensés de l'autre côté de la frontière. Reportage Théodore de Kéros. Assis sur des chaises en plastique, à l'ombre de leur camion, plusieurs dizaines de chauffeurs congolais patientent. Leur trajet passe par la frontière de Bugarama, au sud du Rwanda, fermée depuis 2 jours. Nicolas Mohamedine Goyi travaille pour une entreprise chinoise. Il emprunte régulièrement cette route pour rejoindre Uvira, en RD Congo. Nous sommes ici, nous sommes coincés, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Nous sommes des chauffeurs, nous ne sommes pas des politiciens. On est arrivé ici hier. On a entendu seulement des coups de balles qui étaient venus de Ngomo vers Bukavu, Uvira, Kamanyola. Les policiers, on nous a dit d'évacuer les véhicules qui étaient ici, d'aller parquer d'autre côté alors. À quelques pas de la route, le calme est revenu après 2 jours de panique. Juste derrière cette rivière, la RD Congo, d'où des tirs ont été entendus ces dernières 48 heures. La maison de ce fermier se situe non loin de là. On a eu des tirs avant-hier et hier. Mais hier, c'était beaucoup plus fort. C'était au Congo, pas ici. Au Rwanda, la situation est calme. À la différence des enfants, une certaine gravité se lit sur le visage des femmes. Le résultat de longues heures d'angoisse, comme en témoigne cette mère de famille.
Hier, j'ai entendu des tirs. J'ai vu des gens courir vers leur maison. Je ne savais pas ce qu'il se passait. Tout le monde ici avait peur. Il y avait des tirs juste de l'autre côté de la frontière. Certains Congolais voulaient passer la frontière. La ville de Bugarama se situe dans la zone des 3 frontières, entre le Burundi, la RD Congo et le Rwanda. Un terrain cerclé de montagnes, à l'image de cette vallée limitrophe, particulièrement propice aux conflits armés. Et pendant que la situation sécuritaire se dégrade dans l'est du pays, à l'ouest, dans la capitale Kinshasa, l'ambiance était au calme ce dimanche. Hier, des appels à manifester devant les églises engagées dans des consultations pour trouver une issue à la crise avaient été lancés sur les réseaux sociaux. Le point avec Marie Poupinel. Un jour de messe pas comme les autres. Au pied de la cathédrale, les soldats de la garde républicaine scrutent les environs. Ils s'attendent à un possible débordement. Mais le calme règne. À l'intérieur, les prières des fidèles résonnent. Malgré le risque d'éventuels troubles, ils sont venus. C'est comme d'habitude. Nous venons à la messe. Nous, on n'a pas peur, puisque nous prions notre Dieu. Depuis plusieurs jours, des appels à attaquer les églises catholiques et protestantes circulent sur les réseaux sociaux. Ces menaces font suite à la rencontre entre des émissaires des 2 églises avec Corneille Nangaa, coordinateur de l'AFC allié du M23, puis le président rwandais, Paul Kagame. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité. Si nos pères spirituels, les évêques laissent leur paroisse pour aller négocier, c'est pour la paix pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour l'église catholique ni l'église protestante, c'est pour tous les Congolais qui est la paix dans l'étendue de notre pays. Dans un autre quartier de la capitale, les uniformes changent de couleur. Ici, pas de présence militaire. Le mouvement d'action catholique, PAX, assure la sécurité. C'est pour le bénévolat que nous sommes ici. C'est un sacrifice parce que la journée de ce dimanche était précédée par des rumeurs de troubles contre l'Église. Nous sommes venus pour assurer nos responsabilités de sécuriser la paroisse. Une paroisse qui se sait influente. Protection des civils, ouverture d'un canal de dialogue, les églises disent vouloir établir une base de vivre ensemble. Les représentants catholiques et protestants ont également prévu des échanges en Europe et avec plusieurs personnalités politiques congolaises, notamment de l'opposition. Voilà pour ce sujet signé Marie Poupinel et Dadi Songo Ozo. Quelles sont les marges de manœuvre de l'Union africaine face à la guerre dans l'est de la RDC ? Pour le moment, les prises de position sont jugées insuffisantes, voire timorées. L'organisation continentale était réunie en sommet tout le week-end. Elle a dit craindre une balkanisation de la RDC tout en appelant au retrait immédiat du M23 et de ses partisans, sans pour autant nommer le Rwanda. Les précisions avec notre correspondante sur place, Augustine Palissy. Le consensus reste difficile à obtenir entre les 55 États membres, dont 6 sont suspendus après les coups d'État perpétrés dans leurs pays respectifs. Au sujet des combats dans l'est de la RDC, les dirigeants se sont seulement accordés pour réclamer le départ immédiat du M23 et de ses partisans de toutes les villes occupées, y compris de l'aéroport de Goma, a expliqué le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye, lors d'un point presse. Mais il s'est gardé de mentionner l'implication du Rwanda. L'Assemblée des chefs d'État a également donné son feu vert pour valider les conclusions d'un sommet qui s'est tenu le 8 février à Dar es Salaam, auquel les présidents Kagame et Tshisekedi ont assisté sans parvenir à trouver un accord de cessez-le-feu. Sur le Soudan, où se déroule la pire crise humanitaire de la planète, les dirigeants ont condamné les graves violations perpétrées à l'encontre des enfants et des femmes. Le commissaire Bankole a aussi annoncé la tenue d'un sommet qui rassemblera des membres de la société civile et des groupes politiques à la fois pro-armée et pro-force de soutien rapide. Vous l'aurez compris, le Soudan, mais surtout la RDC, ont occupé une place importante au cours de ce sommet, sans que de réelles solutions soient pour leur trouver. Qu'est-ce qui peut encore freiner l'avancée du M23 et de ses alliés rwandais? La RDC risque-t-elle une balkanisation? Tentons d'y voir plus clair avec notre invité, Christophe Rigaud, directeur du site Africarabia consacré à l'actualité en RDC et en Afrique centrale. Bonsoir et merci d'être avec nous. Après Goma, dans le Nord Kivu, Bukavu a vu l'arrivée des troupes du M23 soutenues par le Rwanda. Est-ce à dire qu'actuellement en RDC, il n'y a aucun moyen pour freiner l'avancée du groupe rebelle?
Non, c'est clair. Depuis maintenant la résurgence du M23 fin 2021, en fait, l'armée congolaise n'a jamais réussi à stopper la progression du M23. Et là, on le voit, ils ont depuis début janvier, c'est-à-dire depuis un mois et demi, pris la ville de Saké, pris la ville de Goma. Ils sont descendus ensuite vers le sud Kivu. Et là, c'est la deuxième ville la plus importante de l'Est congolais qui vient de tomber dans l'escarcelle du M23. Ce soir, peut-on dire que le M23 allié aux troupes rwandaises ont le contrôle total du lac Kivu? Oui, puisqu'il contrôle quasiment maintenant toute la ville. Et ça, c'est effectivement très très important. C'est qu'entre Goma, qui se trouve au nord du lac, et puis Bukavu au sud, il contrôle effectivement tout le trafic maritime. En quoi le contrôle du lac Kivu est-il si déterminant? Et économiquement, c'est très très important pour le ravitaillement des produits de première nécessité. Et après, militairement, ça veut aussi dire, c'est une frontière aussi avec le Rwanda, et militairement, ça veut aussi dire, voilà, qu'ils peuvent faire venir des troupes, des renforts beaucoup plus facilement que par terre. Rapidité et facilité, c'est ce qui caractérise l'avancée du M23 depuis janvier dernier. Comment expliquer la vitesse d'exécution de ces offensives dans l'est du pays? Alors, il y a clairement le soutien de l'armée rwandaise qu'il ne faut pas négliger, mais il y a surtout et d'abord la faiblesse de cette armée congolaise qui est quasiment une armée fantôme. On l'a vu, elle a très peu combattu sur Goma, mais il y a quand même eu de très forts accrochages. Il y a eu plus de 3000 morts. Là, sur Bukavu, ils sont partis sans combattre. Alors, effectivement, on a peut-être évité le bain de sang de Goma, mais là maintenant, on est devant une armée congolaise qui est en déroute, qui n'a même pas été soutenue par l'armée burundaise, qui avait aussi plusieurs milliers d'hommes. Les troupes burundaises se trouvent dans l'est de la RDC. Tout à fait. Et c'est vrai que le président burundais se sentait menacé par cette avancée du M23 soutenue par le Rwanda. Donc, il était plutôt enclin à stopper cette avancée. Mais là, on l'a vu, devant la non-combativité de l'armée congolaise, eh bien, l'armée rwandaise s'est repliée vers ses frontières. Alors, le 30 janvier, lorsqu'ils ont atteint Goma dans le Nord Kivu, beaucoup d'observateurs s'attendaient à une vive réaction du pouvoir et de l'armée congolaise. Or, on a l'impression qu'ils tardent à réagir. Pour quelles raisons, selon vous ? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'électrochoc après la prise de Goma, et ça, c'est vrai que c'est assez étonnant. Il n'y a pas Le président Félix Tshisekedi, lors de sa prise de parole, il y a un mois, avait promis une riposte vigoureuse. Tout à fait. Elle n'est pas arrivée, mais en fait, c'est vrai que si on revient en arrière, depuis la prise de Bunagana, qui a été le premier fait de guerre assez important du M23 en 2021, eh bien, en fait, je veux dire, il ne s'est rien passé. Donc, c'est vrai que là, pour le moment, rien n'arrête le M23, et je dirais que plus ça va, moins il y a de résistance de l'armée congolaise qui est de plus en plus démobilisée et démotivée. Et là, se trouve sans renfort, puisqu'avec la prise de l'aéroport de Kavumu, eh bien, il n'y a plus d'accès par voie aérienne au sud Kivu directement. Alors, vous dites que rien n'arrête le M23, néanmoins, il existe sur le continent africain des forces capables de freiner l'avancée du M23. Où sont-elles? Que font-elles? Bien écoutez, il y avait le Burundi. Là, on a vu qu'ils se sont repliés. Le président Ndayishimiye a communiqué sur les réseaux sociaux qu'il avait visiblement eu l'assurance de son voisin rwandais qu'il n'y aurait pas d'attaque contre le Burundi, donc il n'a peut-être plus vraiment intérêt à envoyer ses troupes. Il y a l'Ouganda au nord qui joue un petit peu double jeu, donc on ne sait pas quelle sera l'attitude des troupes ougandaises par rapport au M23. Et puis il y a l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud a déjà perdu 14 soldats. Ils vont envoyer des renforts. Mais la vraie question, c'est vraiment de savoir est-ce qu'il existe une armée extérieure qui va être capable de se battre à la place de l'armée congolaise. Et ça, c'est le vrai problème. Et là, pour le moment, on n'en trouve pas. Qu'en est-il de la diplomatie africaine? Les dénonciations récentes de l'Union africaine peuvent-elles changer quelque chose à la situation sur le terrain? Pour le moment, elle ne change rien. On a vu que le sommet de Dar es Salaam, entre les deux grosses institutions régionales, n'avait rien changé. Le cessez-le-feu n'a pas été respecté. La fusion entre les deux processus de paix que l'on attend n'a toujours pas eu lieu. Depuis le 15 décembre, et en fait l'échec de la rencontre Tshisekedi-Kagame à Luanda, il ne s'est rien passé. Le médiateur angolais, pour le moment, passe la main. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un autre
un autre facilitateur. Donc tout ça, c'est du temps de perdu. C'est-à-dire que la diplomatie est au point mort. Ce sont les armes qui parlent. Et pour le moment, c'est le M23 qui a l'avantage sur le terrain. Faudrait-il délocaliser les négociations, donc la gestion de cette crise, en dehors de la région des Grands Lacs? Alors c'est peut-être ce qui va se passer, puisqu'avec la nomination peut-être d'un nouveau facilitateur, on parle du président mauritanien peut-être pour jouer ce rôle. Ça serait peut-être une façon de décentrer un petit peu ce conflit des Grands Lacs en dehors de cette région, parce qu'on voit bien que les rivalités en fait au sein de ces pays des Grands Lacs font que pour le moment rien ne bouge. On sait que l'EAC est plutôt perçu comme favorable au Rwanda et la SADC plutôt favorable à Kinshasa. Donc tout ça, ça fait en fait une Union africaine assez impuissante. On voit qu'elle n'est même pas capable de nommer effectivement le Rwanda, alors que l'ONU par exemple l'a fait, que l'Union européenne l'a fait. Donc on voit bien pour le moment qu'il y a un blocage total. Enfin, Christophe Rigaud, l'initiative de paix lancée par les églises catholiques et protestantes en RDC peut-elle être une solution? Alors c'est une initiative vraiment intéressante puisqu'on est complètement bloqué d'un point de vue régional, on est complètement bloqué d'un point de vue international. Donc peut-être que c'est une piste intéressante, et c'est une piste intéressante parce qu'elle montre aussi que le problème du conflit à l'est du Congo n'est pas qu'un problème sécuritaire, c'est aussi un problème interne, un problème politique. Il y a une situation politique qui est quand même très très tendue. L'opposition demande, une certaine opposition assez radicale demande la démission du président Félix Tshisekedi. Donc ça permettrait peut-être, je dirais, avec une fusion des processus de Luanda et de Nairobi, peut-être d'avoir ce dialogue national au niveau congolais, parce que c'est aussi un problème congolais, ce n'est pas qu'un problème externe. Christophe